Bonjour Sylvie Peyron. On a la chance aujourd'hui de te voir, de t'entendre, puisque d'une façon un peu indirecte, tu fais partie de l'histoire de Stan Mayo, de la persécution judiciaire qui a été entamée contre lui. Et on aimerait que tu nous expliques aujourd'hui quel a été ton rôle, quelles ont été les accusations qui ont été portées contre toi et comment tu t'en sors maintenant, comment faire valoir ta parole et la justice et la vérité qui sont profondément bafoués dans cette histoire. Ouais, alors pour commencer, donc j'ai rencontré Stan et Janet par le plus grand des hasards avec une annonce sur le Petit Bon Coin, le Bon Coin, pardon. Je cherchais à l'époque un colocataire et ils ont répondu présent et c'est comme ça que je les ai rencontrés en février 2012. Ce sont les gendarmes qui m'ont retrouvé la date exacte parce que très franchement, je ne me souviens plus exactement quand je les avais rencontrés. Pour eux, c'était très important. Enfin, moins de détails comptaient. Donc on s'était bien entendu. Au début, je ne savais rien de leur histoire parce qu'ils étaient très discrets. Et moi-même, j'étais en cavale précédemment pour avoir enlevé mon fils, donc je me doutais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que je ne les voyais jamais téléphoner, ils étaient très discrets. Et petit à petit, on a tissé des liens et c'est comme ça que j'ai connu leur histoire, le pourquoi du comment ils étaient en cavale. Donc, c'est pas pour autant que je les aurais mis dehors parce qu'au contraire, je partage tout à fait leur cause. Et petit à petit, donc, ils me demandaient parfois de leur prêter le camping-car, chose que je faisais de temps en temps, sachant qu'il était le plus souvent mis à disposition de Camping Paradis pour les louer pour leurs films à la con. Donc, on précise que c'est une émission, c'est une sorte de série de Oui, l'été, hein, il y a un et grand pour succès, on ne sait utiliser pas ton pourquoi. camping-car. Et puis ensuite, alors Ouais, explique-nous. pour des raisons logistiques, je préférais le laisser chez eux plusieurs mois, ça m'évitait de trouver quelqu'un, un chauffeur pour l'amener, le ramener. Et donc, ils savent pertinemment qu'il est resté longtemps. J'ai des preuves que je leur ai loué parce que j'ai des factures, des conventions, mais j'ai rien qui justifie qu'il est resté longtemps là-bas. Et malheureusement, aujourd'hui, les juges m'accusent que ce camping-car aurait servi à la préparation de l'enlèvement des 3 enfants de janvier à septembre, ce qui est entièrement faux. Donc, c'est vrai que ce manque de témoignages et de soutien à leur part ne m'aide pas du tout. C'est dommage. Donc, est-ce qu'on Et peut faire une petite pause pour leur réitérer une demande de témoignage pour dire j'ai que le essayé trois camping-car fois. était sur leur terrain et non pas à disposition d'autres personnes? J'ai essayé les trois interlocuteurs principaux. J'ai même retrouvé un qui ne travaillait plus chez eux, mais il n'y a rien à faire. Ils sont tous au courant. J'ai même dit pourquoi, le pourquoi du comment. Je risquais gros à la fin. J'ai dit pourquoi et ça bouge pas pour autant. Ils ne vont pas aider du tout, quoi. Du tout. Non. D'accord. Voilà, on a déjà ça. Et puis, donc, ils sont partis. J'ai pas eu de mémoire des dates en tête parce que ça remonte à 8 ans. Ça passe le temps. C'était au 2000, mois d'août, ouais. Août 2000. ouais, août 2012. Donc, avant ça, il faisait souvent des témoignages, des vidéos de mamans dont les enfants étaient souvent abusés, malheureusement. J'ai connu personnellement des filles avant de connaître Stan qui étaient dans le même cas. Je me suis rendu compte de l'indifférence de la police. Enfin, ils ne faisaient rien qui puisse aider les mères, bien au contraire. Et donc, j'ai déjà compris à ce moment-là qu'il y avait un gros malaise dans ce sens. Moi-même, étant passée par là, mais pas dans la pédocriminalité, je sais bien que la justice, quand elle a décidé d'enfoncer, on ne pouvait rien faire contre eux, quoi. Alors, tu nous expliqueras ton histoire après Oui, un peu plus en détail par rapport à la cabale, parce que tu parlais de cabale au début de oui, oui. l'enregistrement. Il faut savoir que tu n'es pas une fugitive, tu n'es pas une criminelle, tu n'es pas une personne peu fréquentable. Au contraire, tu as été victime de l'autorité judiciaire et on aura un petit peu plus de détails tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire donc, ce que tu as subi de la part de l'autorité judiciaire concernant l'acharnement contre Stan Mayo, Très notamment vite, les accusations d'association de malfaiteurs récentes? voilà, donc j'ai reçu un courrier dans la boîte, hein, après un recommandé, avec le premier terme association de malfaiteurs. Je tombais des nues parce que je ne voyais pas du tout de quoi il s'agissait. Est-ce que tu peux Et nous dire à quel moment, pardon de te couper, tu as reçu ce courrier? C'était après le procès du 31 janvier, j'imagine. bien avant, juste après avoir prêté le camping-car, c'était en Ah, mars 2015, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, mars 2015. 15, d'accord. Donc j'étais convoquée sur Saintes pour la première fois. Et donc je suis allée seule. J'ai eu un avocat commis d'office, qui n'était pas un des meilleurs. Elle me demandait 450 euros si je voulais accéder au dossier. J'ai refusé, donc elle était plutôt froide. On fait acte de présence, elle m'a conseillé de ne pas parler, chose que j'ai fait. Et donc à ce moment-là, j'étais mise en examen. Et 2 mois après, ils m'ont demandé de revenir pour être entendue par le juge. Donc j'étais avec une avocate de Martigues. Ça durait 2 bonnes heures. Et donc j'ai retranscrit à la main tout ce qui a été dit.
Et c'est là que je compris que je prenais de gros risques, dans la mesure où il m'accusait d'être intervenu, d'avoir participé à cet enlèvement qui n'avait pas lieu d'être, parce que Stan ne cherchait qu'une quête de vérité auprès des enfants de Sandrine, et c'est tout. Et, Quand il a et su qu'est-ce que qui leur permettait de t'accuser de ce genre de choses? prêté le camping-car pour communiquer avec Janet, avec Sandrine, quelques coups de fil que j'avais déjà avant avec d'autres mamans dans le même cas. Se souvenir des dates précises était difficile, mais en tout cas, oui, j'ai connu des mamans, dont Sandrine, malheureusement, dans des histoires différentes. On se rapproche tous, tôt ou tard, toutes les mamans qui sont privées de leur enfant. Avec Internet, on ne peut pas nous empêcher de Donner un coup communiquer. de main et finalement, Voilà. tout va On a besoin d'être écouté, de parler dans notre souffrance, parce qu'on est tout en souffrance. Et le simple fait d'avoir prêté le camping-car et d'avoir communiqué et que Janet s'est servie de puce téléphonique que j'avais à disposition à l'époque, parce que moi-même je cherchais à rentrer en contact avec mon fils de manière officieuse, ben pour eux c'est des éléments graves, alors qu'ils me traitent de logisticienne carrément. Je suis la logisticienne de cette affaire. Alors, ils t'ont condamné à, rappelle-nous, la peine de prison ou la somme 15 d'argent? 000 euros d'amende, jour amende, et si je ne paye pas ces 15 000 euros, c'est Non. 1 an de prison ferme. Et à côté de ça, il y a une somme dont je n'ai pas le montant en tête, c'est dans les dossiers, à répartir. Donc, ça fait à peu près en tout 24 000 euros pour moi, ou alors 1 an de prison ferme. Donc, en tout, Je 24 000 euros ou 1 an de prison ferme. Et Voilà, là, tu as fait appel, il me semble. fait appel. Ouais. Et je passe le 19. Au Le départ, c'était 19, le 10 avril, le 19 juin prochain. Dans quelques 19 jours. juin avec Stan et les autres. Alors, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont été aussi condamnées Bah, de la même façon. Christophe a fait appel et Jérémy a été relaxé. Maintenant, Sandrine, je ne sais pas ce qu'il en est. Et Janet devait faire appel, finalement, elle ne l'a pas fait. Donc, En Janet fait, est aussi dans la barque, en fait, est embarquée. mais je ne sais pas, il faudrait poser vraiment la question ce qu'il en est, parce que je pensais qu'elle ferait appel, puis elle a changé d'avis. Donc, on n'est plus que deux avec Maître Dangléan à aller à la barre, quoi. D'accord. Donc, le 19 juin, on rappelle, venez à 9 heures au tribunal de Poitiers, parce que l'audience est publique, hein, il nous semble. Et puis, il faut vous soutenir. Hein. Voilà. Et moi, j'y serai. Chloé ne peut pas. Voilà. Mais je serai avec vous, en tout cas, avec le cœur et en pensée. Est-ce D'accord. que tu peux nous expliquer maintenant l'histoire les abus en fait que tu as constatés sur ton propre fils, les abus de placement, les abus de la part des associations de protection des enfants, qui t'a amené à faire cette cabale ensuite, dont tu parlais au début de l'entretien? J'ai fait la grosse erreur de rencontrer un monsieur qui par la suite s'avérait être un géniteur, après 10 mois de tentative. On pensait vraiment pas que je pourrais avoir d'enfant parce qu'en plus j'ai une endométriose pour une avo cachée. Donc c'était l'enfant à la dernière chance à l'aube des 40 ans. Et donc j'avais vraiment décidé de le garder, mais je pensais pas être aussi emmerdée, entre guillemets, par ce couple qui était en mal d'enfants, qui n'ont pas eu d'enfants. Donc tout le démontre, 76 procédures en tout. Je bats tous les records. Et au bout de la 40 tu as porté un enfant parce que j'ai accepté de garder cet enfant qui était le mien avant tout, voilà. Et non pas le leur. J'ai reconnu par anticipation 6 mois avant sa naissance pour qu'il porte mon nom et pensais être épargné par toutes ces menaces déjà qui pesaient. Et au lieu de ça, dès sa naissance, c'était procédure sur procédure. J'étais une mauvaise mère. Les allégations sont permises et tous les coups bas sont permis dans ces coups-là. Et plus j'ai cherché à me défendre, plus je m'enfonçais. C'était un truc de fou. Les avocats m'ont dit, Émeric avait 5-6 ans, que si je pouvais partir à l'étranger, il fallait que je le fasse. Donc, j'avais aucun moyen de me défendre par rapport à tout ce qui se passait. C'était faux usage de faux à outrance. Oui, d'accord. Ce qui t'était reproché, c'était de partir avec ton enfant parce que tu avais signé un contrat comme quoi tu allais porter l'enfant. C'était quoi? Avant ça, il me reprochait d'être malade mentalement, d'être atteinte psychologiquement. J'étais psychotique, j'avais tous les torts. Et quand un expert voyait les deux parties, effectivement, lui, il arrivait à les manipuler de telle sorte que j'étais dangereuse, mais sans dire pourquoi j'étais dangereuse. Voilà. En 2002, sous les conseils des gendarmes, et puis face à toute cette violence, parce qu'ils s'en étaient pris à mes voitures, physiquement, des menaces de mort officielles, à mes parents, ils s'en prenaient à tout le monde. Et malgré que je portais plainte, c'est toujours classé sans suite. Donc, j'avais décidé de partir à La Réunion à l'époque, sur les conseils des gendarmes. J'étais préposée, enfin prête à le faire. Financièrement, j'avais m'étais donné les moyens. J'ai dû rentrer par anticipation 12 jours après parce que j'ai tout perdu, l'autorité parentale, tout en ayant la garde. Donc, c'était procédure sur procédure. J'étais convoquée 46 fois en 6 mois. C'était un truc de fou en tout. Donc, j'ai dit 76 procédures. Ça, c'était de quand à quand? C'était de quand à quand à peu près? C'était de la naissance d'Émeric, de 99 à 2007. Et en 2007, ils ont décidé son placement en famille d'accueil à la demande de son père.
qui cherchait à le placer depuis 2003. Il a pris Maître Collard parce que c'était pour lui la seule façon de voir son fils, alors qu'il le voyait normalement. Il prétendait le contraire. Donc, c'était un procédurier dans l'âme. Enfin, c'était vraiment le Il avait pauvre une type. volonté de placer son fils. Voilà, complètement. À défaut de pouvoir l'avoir avec sa femme, parce qu'il a tout essayé, donc il a dit bah, c'est comme ça, je vais faire passer la mère pour folle et dangereuse, je vais faire placer mon gamin. Les services sociaux étaient de son côté, malheureusement. Et donc, plus je cherchais à me défendre, plus je m'enfonçais. Enfin, j'ai eu 24 avocats, j'ai plus d'argent pour me défendre, parce que des audiences qui coûtaient 3 000 euros quand je faisais appel. Parfois, je gagnais, il était souvent débouté de ses demandes. En attendant, c'était une mascarade. Et donc, tu as écrit des livres sur Ouais. sur ce qui On t'est a arrivé. décidé de partir. Voilà. Quand ils ont décidé de placer Emmerich en décembre 2007, on a décidé de partir. On était prêts psychologiquement, on avait tout préparé. J'ai eu 10 jours pour le faire. J'étais en pleine saison de sapin Noël parce que je dirige une petite entreprise de sapin. Donc, j'avais 10 jours pour tout plier. Et on est parti direction le Maroc. En prenant l'avion, ils n'ont pas été capables de retrouver la trace. Du Maroc, Sénégal en avion. Et de là, en taxi brousse pour brouiller les pistes pour aller jusqu'au Togo. Au Togo, j'ai été hébergée par des Français que j'ai à peine connus. J'ai pas mal de toupets dans la vie, donc je fais facilement connaissance. Ensuite, j'étais au Bénin. Après, on est rentré sur les conseils de mon ex, qui est un Français qui s'était établi en Alger, dans la banlieue d'Alger. Il m'avait convaincu de le rejoindre. Et je lui ai dit pourquoi pas, parce qu'il m'avait promis beaucoup de choses. Et puis en fait, difficile d'avoir des papiers, et un boulot et en même temps un visa dans ces conditions. Donc j'ai quand même tenté le risque. Financièrement, il m'a un peu aidé aussi, un peu beaucoup, parce que ça coûte très cher une cavale. Et je suis restée 8 mois en Algérie. 4 mois, la voiture bloquée au port dans la semi-remorque. Au bout de 4 mois, on a réussi à la sortir. Et au cours du déménagement, il y a toute une bande de déménageurs, ils étaient 5, qui ont fouillé mes affaires. Ils ont trouvé une arme d'autodéfense dans un tiroir d'une commode que j'avais depuis 15 ans. J'ai oublié que j'avais ce type d'article qui était en vente libre en France à l'époque. Et donc, de victime, parce qu'au départ, ils avaient volé ma caméscope qu'on avait retrouvée, je suis passée de victime à accusée. Et là, j'ai risqué la prison à vie avec 3 chefs d'inculpation. Mais juste de m'installer dans une belle maison que j'ai payé 1 an d'avance le loyer, parce qu'à bas, ça se passe comme ça, fait que je parte au plus vite. Donc, j'ai refait les cartons en toute une nuit. Et on est parti le plus vite possible. J'ai tout laissé. On est parti par la petite porte. On avait un réseau qui était censé nous faire passer. Ils ont pris de l'argent, mais ils n'ont rien pu faire. Donc, j'ai fait toute seule. Et je me suis retrouvée au Maroc. On essayait toutes les relations à l'époque, parce qu'on était du Maroc autrefois, pour savoir s'ils pouvaient nous aider à passer. Et puis, je me suis rapprochée du consulat. Ils ont su que j'étais recherchée par la France. Et je suis quand même rentrée en France en me promettant de me rapprocher du juge, sachant que si je faisais, moi, ils me mettaient en prison. Je me suis cachée chez mes parents parce que je n'ai pas d'autres endroits. Dans ces cas-là, il n'y a pas trop d'entraide. Et au bout d'1 mois, ils m'ont arrêtée. Donc, j'avais inscrit le gamin sous un faux nom dans une école à 15 km. J'avais bien fait mon petit truc. Et puis, voilà, au bout d'1 mois, donc, arrestation, prison à Rion, 2 jours. Et après, 13 jours au Baumette à Marseille. Et le gamin, à partir de là, je l'ai vu 48 heures en 8 ans. Il a fait 4 foyers en tout. Très traumatisé par ce foyer, quoi. C'est à la demande du père. Foyer, famille d'accueil et tout. Et aujourd'hui, il est plus que perturbé. Il s'en est jamais remis, quoi. Il est dyslexique toujours, et il est surtout agressif et très vulgaire. Il a été déscolarisé très vite, et par un petit piston, il a pu rentrer dans l'armée. Donc il y est depuis 3 ans. Il s'est engagé sur 5 ans, mais il parle de déserter. Il est très obsédé par le fric, mais il n'a pas les moyens d'accéder à ses volontés, quoi. Donc il a 21 ans aujourd'hui. Il a 20 ans. 20 ans. Ouais. Et il manque de repères, il est déstructuré. Oui, on dit souvent qu'il faudrait qu'il voie un psy. Il en a vu tellement que je comprends qu'il ne veuille plus en voir. Il voit de temps en temps comment ça s'appelle, c'est pas quelqu'un de bien, mais il n'y a pas de prise en charge. Sophrologue, ça y est, je cherchais le mot. Ouais. Quelqu'un qui essaye de le mettre en confiance, tellement en confiance qu'elle lui a commencé à lui dire qu'elle était capable de faire une haute école de commerce. Il dit non, c'est pas possible. Tout le respect que je te dois. C'est pas ton truc, là, il a même pas le BEPC, et puis il a moins de formation, il fuit, il déteste apprendre quoi que ce soit. Il n'a pas de mémoire. Il a quand même essayé ou? Non, pas du tout. Non. Donc aujourd'hui, il reconnaît lui-même, il était déscolarisé très tôt, et à défaut de suivre la scolarité, se plonger dans l'addiction au jeu déjà, comme beaucoup, et puis surtout se met trader. Donc il persuadé qu'il peut s'occuper des placements des autres, parce que tout ce qui est accès au fric, ça l'intéresse. Et donc, c'est un petit peu le placier de la famille dans le Bitcoin, tout ce qui est virtuel. Au début, c'était le loto sportif. Donc, aujourd'hui, c'est un peu l'immobilier. Il a acheté un appartement, mais il n'a pas eu de chance avec un artisan qui l'a planté. Donc, on essaie de trouver une solution parce qu'il faut tout revoir
faire une procédure. Enfin, c'est toujours des soucis de ce genre. Mais l'avenir, il reste un petit peu compromettant parce que je ne vois pas trop ce qu'il peut faire, si ce n'est que l'armée, pour l'instant, peut l'aider, même par la suite pour faire des formations. Mais comme il refuse d'apprendre, je ne sais pas ce qui va devenir, quoi. Je suis un peu Tu inquiète. as toujours des contacts? Oui, il vient régulièrement. Enfin, au début, il est tout le temps chez son père le week-end parce qu'il veut pas. Il a choisi Colmar, mais il refuse de rester là-haut parce qu'il refuse de s'ouvrir aux autres. Donc, il se sent obligé de descendre en train, se tape 11 heures de train aller-retour. Il aller surtout chez son père. Son père qui, malgré tout, Henrik lui a pardonné malgré tout ce qu'il nous a fait, quoi. Il s'occupe de lui, il écoute, il est disponible, son père? Je ne sais pas du tout. Ce sera un peu l'inconnu parce qu'il me prétend qu'il ne parle plus, mais en attendant, il risque de terminer son appartement. Je ne sais pas. On ne saura pas la vérité. Mais en attendant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un film sur cette histoire pour dénoncer les dérives et savoir, enfin, montrer ce qu'il est devenu aujourd'hui, parce que c'est pas facile. Hein. Tu as écrit des livres, tu m'as parlé de 2 livres que tu avais écrits, et tu as également proposé de raconter ton histoire à plusieurs émissions. Est-ce que tu peux nous en parler? Je suis un peu hors sujet parce qu'apparemment, je serais une des seules en France à avoir servi de ventre à un couple pervers en mal d'enfant. Madame ne pouvait pas avoir d'enfant, elle en a eu 2 d'un premier mariage. Et son mari voulait à tout prix un enfant d'elle. Et quand je les ai rencontrés, ils étaient séparés. Elle était sur Paris et tout partait à croire qu'elle allait divorcer parce qu'il n'arrêtait pas de la dénigrer. Et puis au lieu de ça, il a fait celui qui était amoureux. Ça semblait sincère. Et puis dès que je tombais enceinte, l'étau s'est resserré. Madame s'est rapprochée. Elle écrivait tout le temps au juge. C'est elle qui faisait son secrétariat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis accusée de faux usage de faux parce qu'ils en ont fait autant que moi dans ce sens. Je suis rentrée que dans leur jeu. Pour la faire démissionner de son travail, j'ai fait croire qu'elle demandait des pots de vin à la préfecture en tant qu'inspectrice d'auto-école. Ça a failli marcher. En attendant, elle s'est retirée de l'histoire parce qu'elle s'est des courriers toutes les semaines au juge, des 3-4 pages, faisant passer pour mauvaise mère. Et donc, des deux côtés, vous avez un peu envoyé des accusations les uns les autres. C'est le seul coup bas que j'ai pu leur faire parce que eux c'était sans arrêt. Ils m'ont brûlé ma voiture, menace de mort officielle, s'en prenaient à mes parents, des coups et blessures classés sans suite. Il a menacé la directrice d'école de ne pas prendre le gamin alors qu'il était inscrit normalement. 8 ans après, j'ai une amie qui a fait toute une série d'investigations. Elle a retrouvé cette directrice qui était à la retraite. Elle se souvient très bien de ce qui s'est passé 8 ans auparavant. Elle a eu des menaces de ce type. J'ai fait une action en justice que j'étais dégoûtée. Enfin, quoi que je fasse, ça n'aboutissait pas et ça me ruinait au contraire parce que en plus il fallait payer à chaque fois. Les procédures judiciaires sont coûteuses. Et justement, alors, qu'en est-il des émissions que tu as proposées et des livres que tu as écrits? Parce que ça nous intéresse aussi. J'étais toujours hors sujet parce qu'à chaque fois se tromper, j'ai souvent un journaliste via des associations qui me connaissaient, qui connaissaient mon histoire, mais à chaque fois qu'il m'appelait, il pensait que c'était dans un autre répertoire, aussi bien la pédophilie. J'ai eu ça une fois, non, je ne suis pas du tout concernée par ce sujet, fort heureusement. Et donc, j'étais toujours hors sujet. Alors, tu as toqué à la porte de Jean-Luc Delarue à l'époque? Oui, à l'époque, Julien Courbet. Plusieurs journalistes aussi d'avant. Un autre journaliste, Haït Amadou, je crois, un truc sur TF1, qui croyait que j'avais que j'avais fait enlever mon enfant. Enfin, alors, c'était pas Jean-Pierre aussi, qui a écrit Les Balais écarlates, qui dénonçait les réseaux pédophiles. Mais pas ton histoire, bien sûr, mais tu t'es adressé à lui. Christophe Lambert, tu nous as dit aussi, qui dénonce la pédophilie. Oui, j'avais vu parce qu'il y avait une concentration de stars il y a 5 ans de ça à Aix. Donc, il y avait Christophe Lambert, Sophie Davant, PPDA, il y avait quelques artistes, des comédiens qui avaient fait leur propre livre. Donc, j'étais venue avec tous mes livres, avec mon numéro de téléphone et puis un petit texte. J'ai vu aussi Jean-Pierre Mocky. Voilà. Et finalement, personne n'a donné suite parce que je n'ai pas trouvé la bonne personne, une femme de préférence, parce qu'elles sont plus sensibles à ce genre de sujet, pour relater mon histoire et la diffuser, la mettre à l'écran. C'est la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui pour dénoncer et empêcher que ça puisse arriver à d'autres. Et donc, au départ, ils te disaient oui, et puis dans un deuxième temps, on te disait la rédaction n'est pas d'accord, la direction n'est pas d'accord. On n'a pas le droit. J'ai téléphoné la première fois à Florence Aubenas. Pendant un quart d'heure, c'est elle qui m'a mis en garde que ce genre d'histoire ne peut pas diffuser. On peut parler de toutes sortes d'histoires en France, sauf celle-là. Tout ce qui est placement abusif, on ne peut pas. Ils parlent aujourd'hui de ce qui se passe en foyer par le manque de moyens, par tous ces viols. Mais ils ne parlent jamais des placements abusifs ou très peu. Et les rares journalistes qui ont eu le courage de le faire, ils ont eu des budgets en moins. Association du fil d'Ariane se sont vus bloquer leur budget. Et à chaque fois, ils se vengent. Donc, on ne peut pas en parler. C'est un sujet interdit, quoi. Comme la pédocriminalité, d'ailleurs. Ouais. Et puis les livres, quels sont les titres des 2 livres que tu as écrits? Donc c'est
Jamais sans mon fils, version française. J'ai autodidacté moi-même. Et le deuxième, c'est Ventre volé, avec un autre éditeur, un petit éditeur sur Marseille, plus sympathique, avec une équipe de bénévoles pour faire les corrections, parce que c'est long à faire. On mettra les références pour les personnes qui veulent commander ces livres. Hein. C'est important parce que tu as eu des difficultés à trouver des éditeurs hein, à un moment donné. J'ai édité moi-même et c'est vrai que ça coûtait cher. C'était un budget. Un copain m'avait aidé à l'époque. Le premier a mis du temps à apparaître parce que je n'étais pas tombée sur la bonne équipe. C'était sur Paris et puis que je me demandais même si je n'ai pas encore donné de l'argent à un puissant fond. Et ils ont fini par bouger. Et le deuxième, c'était beaucoup plus sérieux, beaucoup plus encadré. On peut donner le nom des maisons d'édition? Le premier, je ne sais plus, c'était sur Paris, j'ai plus les éléments. Le deuxième, c'est la petite édition sur Marseille. Petite édition. C'est pas marqué sur les livres, c'est fait exprès. D'accord. Okay. Quand on édite, même le juge ne sont pas capables de dire combien d'exemplaires. C'est le seul avantage que l'on ait. Et en fait, j'ai fait que les offrir jusqu'à présent pour dénoncer, mais je ne suis pas encore tombée sur la bonne personne. Je ne les espère pas. Oui, effectivement, mais le message est important. Alors, il faut qu'on diffuse cette information pour que les personnes qui sont intéressées puissent le lire. Ouais. Et puis alors, quelle est ton actualité maintenant par rapport aux accusations, par rapport au 19 juin? Tu te rendras au procès à Poitiers? Oui, parce que la dernière fois, je me suis fait représenter, j'étais au Danemark à marquer mes sapins de Noël. En plus, je tombais en panne, j'ai justifié. Ils n'ont pas apprécié que je ne sois pas là. Même un avocat qui m'a redonné mon dossier m'a suggéré de ne pas y aller. Je dis non, j'ai tout intérêt à y aller, donc j'y vais. Et puis, je m'en défends en disant que je ne fais que prêter mon camping-car. Je suis de nature prêteuse. J'ai plein de témoignages en ce sens. Je rends souvent service. Encore il n'y a pas longtemps, j'ai prêté un de mes fourgons à une équipe qui est partie avec du matériel, dont ma tablette. Je suis comme ça, c'est dans ma nature. Même si je me fais avoir, ça continuera. Et moi, j'essaye de sélectionner un peu mieux parce que ça me coûte cher à la fin. Ouais. Et donc, là-dessus, me dire que je suis la logisticienne, ça me semble un peu, la barre est un peu haute. Je pense qu'ils ont voulu marquer un grand coup. Je pense que du fait que Stan sortait de sa prescription vis-à-vis de l'affaire du petit Vincent, ils ont voulu marquer le coup pour que tous les… Encourager toute personne qui aurait envie d'aider Stan, en fait. Hein. Voilà. Ils inversent d'habitude les faits, en fait. Hein. Ils inversent. Ouais. C'est une intention. Quelqu'un de généreux, d'empathique, et puis on te prête des intentions qui sont complètement contraires. Absolument, ouais. Ouais, c'est malheureux. L'histoire des faux papiers, ils ont inventé des histoires de faux papiers. Je donnais des fausses cartes d'identité. J'ai eu la malchance ici en prêtant ma voiture vers la fin quand Jeannette a voulu faire sa conférence. Il y avait une plaque, une lettre qui était erronée. C'était un C à la place d'un G ou inversement. Donc pour eux, j'étais du grand banditisme. Alors que la voiture appartenait à papa, il n'était pas encore passé le contrôle technique. On ne peut pas le savoir tant qu'au bout de 2 ans, elle n'est pas passé le contrôle. Donc c'était, en guise de réponse, je dirais très justement au juge que si je voulais faire ça, j'aurais fait ça au camping-car. Je n'ai pas l'appareil pour le faire. Le camping-car étant plus exposé, j'aurais d'abord commencé à changer les plaques du camping-car, chose qui n'a pas été faite. C'était à mon nom. Quoi. En fait, tu essaies de t'accabler avec tous les petits débuts détails, de rien du tout pour te faire passer pour quelqu'un de… Et quand j'ai prêté ma voiture à Jeannette, il y avait également l'ordinateur, mais elle m'a demandé de lui prêter parce que le sien était en panne pour préparer sa conférence. Il n'y avait aucune vidéo dans mon ordinateur, que c'était un ordinateur de travail, c'était que des dossiers de travail, une base de données, des tarifs. Et au lieu de ça, donc ils ont raconté plein d'histoires que quand elle était arrêtée avec ma voiture, ils l'ont fouillée et tout le matériel a été saisi. J'ai une ordonnance restitution qui était censée me redonner tout mon matériel. Au lieu de ça, ils l'ont jeté ou revendu aux enchères. J'ai tout essayé, j'étais 2 fois à Poitiers pour rien. Et donc, malheureusement, j'ai un book, donc le mal de HM, m'a mangé le document récemment. C'est l'animal, on précise. Hein. L'animal. Il m'a mangé la feuille, l'ordonnance de restitution. La seule feuille qu'il ne fallait pas qu'il mange, il l'a mangé. Cocasse, hein. Le book est spécial. Tout à l'heure, il était sur le canapé encore, je vous l'aurais montré. C'est un book de canapé. Ah d'accord, c'est un book de salon, quoi. Book de salon, ouais. Il cherche protection par rapport à un autre book, donc il cherche refuge ici. Est-ce que Gérard a envie de poser une question à Sylvie? Bon, moi, tout ce que j'entends là, c'est dramatique. Je veux dire, ça veut dire qu'en fait, tout est retourné. Et tu as cette impression aussi, c'est-à-dire qu'on retourne tout ce qui est juridique va dans le sens d'accuser les personnes qui sont justement ceux qui peuvent l'aider. Voilà, exactement. Ouais. Alors, malheureusement, on en connaît d'autres qui ont des situations comme ça, mais ça me paraît être une situation qui est plus dramatique
que celles que j'ai entendues jusque-là. C'est vraiment énorme. Oui. Et avec le fils là, de 20 ans qui a tellement subi, hein. C'est ça, hein? Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que tu as un appel à lancer, une volonté à exprimer, un souhait à donner, puisqu'on est dans cette émission? Bah, venez tous le 19 pour me soutenir. À 9 heures à Ouais. Poitiers, tribunal de Poitiers. Alors, Faire une cagnotte, si jamais ça tourne mal. Redis, s'il te plaît. On n'a pas On peut pas faire une cagnotte si jamais ça tourne mal. Si jamais on est cagnotte, si jamais ça tourne mal. Ouais. cagnotte générale. Pour faire appel aux les frais judiciaires, par exemple. Hein. Voilà. Ouais. Ne serait-ce que pour payer l'avocat. Bon, j'ai déjà une petite provision, mais bon, c'est vite évaporé, quoi. Ça va très vite entre les faux frais et les déplacements et tout. Si je l'avais chiffré depuis que je connais Stan, le coût de revient, c'est énorme. Enfin, c'est difficile, quoi. C'est au-dessus de mes moyens. Et, j'ai pas été trop aidée. Jusqu'à présent, j'ai dû percevoir 140 €, mais c'est une goutte d'eau par rapport à ce que ça m'a coûté, quoi. Mais je regrette pas parce que Stan est quelqu'un d'extraordinaire. Ce qu'il fait, c'est unique. Il n'a pas 36, enfin, il n'a pas deux comme lui qui font ce qu'il fait. Mais les malentendus, les médias français ne font rien pour l'aider. J'ai encore vu, j'étais piégée en mai 2018 par un journaliste de M6. Je peux dire son nom, Jean-Pierre Vergès, que je ne remercierai jamais. Et il est venu, il a su par la petite édition que j'avais édité ce livre, je ne sais pas comment, parce que je n'ai jamais fait du bruit avec ça. Il m'a retrouvé et en fait, c'était soi-disant pour parler de mon fils. Il m'a interviewé pendant 1 h 30 sur mon histoire. Il dit pourquoi pas. Et juste après, il est passé sur Stan. Il a regardé son caméraman. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, j'en ai dit le moins possible. J'ai fait comprendre que j'étais mise en examen, que je n'ai pas intérêt à parler. Et l'émission est passée. C'était 66 minutes. Et puis, c'était uniquement pour parler de toutes les victimes que Stan pouvait faire. C'était le gourou, c'était le grand méchant loup. Et que toutes les victimes en puissance passaient, enfin, c'était déplorer ce qui se passait, qu'on enlevait leurs enfants contre leur gré, alors qu'il n'y a pas eu de pédophilie, alors que c'est l'inverse qui se passe. Donc, j'ai une confiance très limitée envers les médias français. Donc, même s'ils sont présents à Poitiers, je refuserais de leur parler, ça c'est sûr. Est-ce que tu as une cagnotte justement déjà prévue pour les personnes qui peuvent t'aider financièrement? Bon, voilà, on va t'aider. La dernière fois que ça s'est fait, on a mis mon bandeau, mon petit RIB, et puis très vite, ça s'est effacé. Il a été supprimé pour des raisons que j'ignore. Donc, j'ai pu avoir 140 €, puis 4 personnes étaient là. Ils avaient fait des kilomètres pour me voir, ça m'a fait plaisir. Donc, j'espère qu'on sera plus nombreux. Voilà, parce que déjà, à cette époque, je risquais gros. Il y avait des voitures de police qui étaient là et on m'avait dit que c'était pour moi, que je risquais d'être incarcérée. J'avais une chance sur 2 et heureusement que je suis passée à travers. Donc là, le 19, tu risques d'être incarcérée ou non? Je ne sais pas. J'aimerais bien avoir des contacts avec mon avocat, Maître Dangléan, mais il ne répond pas. Donc, je ne sais pas. On va l'appeler pour qu'il te réponde. Oui, effectivement. Ouais. Donc, le message principal, c'est soyons nombreux pour te soutenir, Stan. Ouais. Et l'autre personne. Il suffit d'écouter les médias français, toutes les aberrations qui peuvent sortir, parce que c'est entièrement faux. Et éteignez votre télé, évidemment. Et pour arrêter la contamination de fake news officielles. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a un mot de la fin avant qu'on se quitte? Stan détient des pièces importantes qui prouvent l'authenticité de ses déclarations. Malheureusement, peut-être qu'elles étaient mal relayées, mais le simple fait de voir certaines vidéos démontre bien qu'il est dans le vrai, que ce qui se passe est très grave et qu'on l'empêche de. Enfin, il met tous ses bâtons pour nous empêcher de parler et puis nous condamner à outrance pour des faits qu'on n'a jamais fait. Quoi. On ne fait que dénoncer et ils sont tous en quête de vérité. Ce qu'il fait, c'est remarquable. Heureusement. Le système judiciaire français, en tout cas, muselle les lanceurs d'alerte. Les dénonciateurs et laisse en liberté, bien sûr, les criminels. Voilà. Absolument, ouais. Et c'est dommage, c'est déplorable. Moi, j'ai toujours dit, j'ai honte d'être française, et je continue de le dire. Il y a une maman qui est passée par là, elle avait coupé sa carte d'identité en deux, elle avait envoyé à Chirac à ce moment-là, qu'elle avait envoyé, scotché en disant, revoyez votre position, chère madame. Et cette femme, elle a été privée de ses enfants pendant des années, et encore aujourd'hui, je crois. Enfin, voilà, ça se passe aujourd'hui. Ah ouais. Ben oui, c'est un placement par les enfants au papa pédophile, au gentil papa pédophile. Et elle a tout perdu. L'accusation d'association de malfaiteurs est tellement aberrante par rapport à la situation. Ouais. Aberrant. Ouais. J'étais au procès de janvier. Hein. 31 janvier, oui. Ouais. Et voilà, j'ai eu l'impression qu'ils ont mis en avant ceci parce qu'ils n'arrivaient pas à mettre en avant la question de l'enlèvement. Qui devenait absurde. Donc,
ils ont trouvé cette pirouette, mais qui est une pirouette. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'au départ, ils accusaient Stan de tentative d'enlèvement, alors que ça n'avait aucun fondement, puisque c'était pas du tout ça qui était prévu. Et donc, au dernier moment, ils ont transformé ça en une association de malfaiteurs. Alors qu'il a l'intention d'écrire un livre et prendre des notes par rapport à ça, c'est ce qu'il disait dans sa défense. Et notre impression, c'est que c'est une association de bienfaiteurs. Oui, exactement. Ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Sylvie Payeron. Excusez-moi, j'avais un petit point à relever. Le juge m'en a parlé lors de la première audience, très important. Le père des enfants, j'ai plus son nom en tête, avait bien dit dans sa déclaration qu'il n'avait aucunement l'intention d'enlever ses enfants, que Stan n'avait pas l'intention d'enlever ses enfants. Et pourquoi on n'en parle plus de ce point important? Parce qu'aujourd'hui, monsieur réclame l'argent. Il a été donc certainement influencé par ses avocats en disant il y a matière à récupérer, donc allez-y. Mais la première fois, il a toujours dit que Stan n'avait pas l'intention d'enlever ses enfants. Il faudrait qu'il reste sur cette position. Tu peux redonner le nom exact de cette personne qui a dit ça? C'est le père des enfants, Kalua, je ne sais pas comment il s'appelle exactement, qui a dit au juge la première fois, je ne comprends pas, monsieur, je n'ai pas du tout l'impression que mes enfants étaient sur le point d'être enlevés, il n'avait pas l'intention de le faire. Parce que la fille était simplement approchée, on le sait, c'est tout. Donc c'est un point important à relever. On rappellera à l'avocat. Ouais, très bien. J'en ai parlé déjà, j'ai écrit, il ne m'a pas répondu. L'appel est lancé, l'appel est relancé en tout cas. Oui, merci. Merci à vous pour tout ce que vous faites aussi. Vous n'êtes pas nombreux. Pour vendredi 19 juin, à 9h. On pensera bien à vous. Ouais. OK. You're welcome. Au revoir.